Bonjour à tous et bienvenue dans Mieux dans ma boîte, l'émission qui prend soin de vous au travail. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la santé des professionnels du BTP. C'est un secteur à haut risque, mais où les salariés se disent en meilleure santé mentale que la moyenne. Pourtant, sur les chantiers, la réalité est tout autre. Des métiers physiques, éprouvants, exposés aux risques, aux conditions climatiques, aux douleurs chroniques. Alors comment expliquer ce paradoxe? Justement, on va en discuter avec mes invités. Franck Rivière, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin du travail à l'Association professionnelle de la santé au travail, justement, dans le secteur du BTP en région parisienne. Bienvenue sur ce plateau. À vos côtés, Pascaline Colette, bonjour. Vous êtes conseillère prévention OPP-BTP, donc l'organisme professionnel de prévention dans le secteur du BTP. Tout à fait. Bienvenue sur ce plateau. Et puis David Soares, bonjour. Bienvenue. Vous êtes dirigeant de DFD Peinture, donc vous pourrez justement apporter votre témoignage. Alors, un secteur qui use le corps, mais pas les têtes, on en parle tout de suite. 85% des salariés du BTP déclarent être en bonne santé mentale. C'est mieux que la moyenne nationale. Et pourtant, ce secteur est réputé pour être dur physiquement. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce paradoxe ? Alors, une des explications, enfin un élément qui pourrait expliquer, c'est le principe du sens au travail, de l'utilité qui est donnée au travail dans le BTP, avec la réalisation de ce qui est fait directement, qui est visible. Et ça, c'est très important pour les ouvriers du BTP. Et vous constatez justement cette bonne santé mentale en tant que médecin du travail des salariés du BTP ? Oui, on la retrouve lors des consultations. Quand on les évalue, ils apparaissent en bonne santé, même très résistants à pas mal de choses. Mais la partie mentale est vraiment bonne pour les salariés du BTP. David, vous aussi, dans votre entreprise, c'est le constat que vous faites, ils sont très bien, et puis en plus, ils ont la possibilité de récolter les avis des clients directement par une application. Et donc en plus, ils sont super contents de voir les retours positifs, et donc ils sont contents de venir au travail. Donc ça veut dire que vos équipes se sentent fières de ce qu'elles font ? Exactement. Ils sont contents de faire et de réaliser des choses bien. Pascaline, donc là, on voit que finalement que c'est le sens du travail qui protège peut-être ces salariés du BTP en matière de santé mentale. Tout à fait, c'est ce que disait M. Rivière. Ils vont trouver du sens à leur travail par rapport à ce qu'ils vont faire. Ils vont avoir le soir, ils vont être contents de raconter ce qu'ils ont fait sur le chantier, parce que c'est vraiment l'ambiance du BTP. C'est vraiment particulier, et c'est vraiment le sens de leur travail est très important pour eux. Oui, il y a le collectif aussi, le sens du collectif qui joue beaucoup. C'est ça, l'esprit d'équipe, toujours donner un coup de main aux collègues, donner un avis, une expérience à un plus jeune, c'est ça qui valorise leur métier. On n'est pas dans la rivalité comme dans certains métiers. Non, il n'y a pas de rivalité. Ça aussi, vous le constatez ? Oui, il n'y a pas de rivalité, la bonne ambiance sur les chantiers, l'esprit d'équipe. On va, quand il y a des jeunes apprentis aussi, accompagner les jeunes, former les jeunes. C'est des choses qu'ils aiment, ils aiment partager, et ça, c'est vraiment intéressant, et c'est vraiment enrichissant de travailler dans le BTP, parce que c'est vraiment un secteur particulier pour ça. Oui, qu'est-ce que vous pouvez ajouter, Franck Rivière, en tant que médecin du travail ? On a bien évidemment d'excellents retours sur les aspects santé mentale, même si, comme partout, il y a quelques troubles, ce qu'on appelle les risques psychosociaux qui existent, mais par rapport à ce qu'on constate dans les autres secteurs, on a une ambiance, on a des équipes, on a un relationnel qui est quand même différent et qui porte justement cet esprit d'équipe sur les chantiers, et ça, c'est très important. Et est-ce que vous diriez, tous les trois, que cette santé mentale, cette bonne santé mentale, elle est solide ou elle est plutôt fragile ? Moi, je serais plus à dire qu'elle est solide, je pense. Oui, moi aussi, je pense qu'elle est solide, parce que dès qu'il y a des difficultés, moi, en tant que dirigeant, je suis toujours entouré de mes employés. Donc autant je suis là pour les aider, et autant ils sont là aussi pour m'aider. Donc, Ça fait partie des métiers où on déconnecte peut-être plus facilement quand la journée de travail est terminée ? Oui, parce que tout est généralement géré en amont.
Donc, il n'y a pas besoin de réfléchir du jour au lendemain. Non. On n'emmène pas de travail à la maison. Non, on n'emmène pas de travail à la maison. Enfin, pour la partie ouvrier, la partie ouvrier, ça ne va pas à la maison. Voilà. Il y a une partie qui peut, évidemment, dans le management, dans l'encadrement, qui peut ramener, effectivement. Mais la partie compagnon, ouvrier, vraiment, elle n'emmène pas le travail à la maison. Donc, ils vont vraiment bien, ou est-ce qu'ils sont un peu peut-être moins attentifs à leur santé mentale? Est-ce qu'ils s'écoutent peut-être un peu moins que les autres? Possible qu'ils y prêtent moins d'attention également, mais c'est peut-être pas le ressenti, puis la discussion qu'ils peuvent avoir. On sait que sur la santé mentale, il y a quand même aussi un phénomène d'entraînement collectif, et comme une partie va bien, le reste suit, va bien. Quand on est dans des milieux où ça va mal d'un côté, ça va entraîner, ça va sur la pente, la pente, alors que là, on est dans un milieu où les gens sont plutôt dans l'entraide, je pense, et donc ils se tiennent mutuellement. Enfin, c'est mon avis, c'est mon opinion. Oui, c'est un petit peu l'esprit d'équipe qui fait que ça permet de, dès qu'il y en a un qui va peut-être avoir un petit peu moins le moral, ou ça va permettre de s'entraîner les uns avec les autres. Donc, l'écoute, simple. Oui. Il y a des matins, ils arrivent, ils sont pas en forme. Il suffit juste d'un peu de les écouter et puis c'est reparti. Voilà. Et finalement, cette bonne santé mentale, est-ce que c'est un petit peu un effet protecteur vis-à-vis de la dureté du métier? Parce que ce sont quand même des métiers difficiles, des métiers physiques. Alors, ce sont des métiers très physiques, très fatigants. Donc, il y a aussi le fait d'avoir une fatigue saine qui existe, une fatigue physique, pas uniquement une fatigue mentale. Donc, on a cet aspect effectivement protecteur, je pense, de l'aspect mental qui, lui, va bien et qui permet de mieux gérer le reste. Et on l'évoquera sûrement, la gestion, parfois, douleur qui existe et qui peut être très présente dans ces métiers-là. Oui, justement, parce que finalement, les corps sont très exposés. 87% des accidents sont liés aux troubles musculo-squelettiques. Il y a 85% de maladies professionnelles. Vous confirmez donc que les troubles musculo-squelettiques, c'est vraiment le problème numéro 1 dans le secteur? C'est le problème numéro 1 du secteur du BTP, avec la manutention, les positions parfois pas très ergonomiques pour pouvoir travailler. Donc, c'est ces pathologies-là que l'on rencontre au premier et qui sont déclarées en maladie à professionnelle auprès de l'assurance maladie. Voilà. Ouais, moi, sur 20 ans, j'en ai eu 3. La dernière en date, c'était, je vous disais, Jessica, qui est devenue conductrice de travaux parce qu'elle commence à avoir des inflammations épaules, et puis qu'au final, elle a fini quand même par être opérée, et on lui a dit qu'elle ne pouvait plus faire son travail. Donc, et quel était son travail initial? Peintre voilà, donc enduit, peinture, gestes répétitifs, et son corps ses épaules ont cédé, voilà. Donc fallait bien trouver une transition. Oui, au bout d'un moment, le corps dit non. C'est ça. C'est le risque, tout à fait. Donc c'est vrai que c'est l'enjeu dans le bâtiment, c'est de maintenir nos salariés au travail dans de bonnes conditions. Oui. C'est pour ça que nous, à l'OPP BTP, on essaye toujours d'accompagner les entreprises au maximum. Nous, en tant qu'organisme de prévention, c'est de, par exemple, pourquoi pas aller rechercher un exosquelette pour solliciter certaines postures. C'est vraiment des phases très différentes. Par exemple, je travaille avec un menuisier pour la mise en place de charpente. Il se dit pourquoi pas investir dans une grue sur nacelle pour pouvoir justement faciliter la manutention des poutres, donc, et supprimer au maximum la manutention manuelle. Alors, David a dit à l'instant, donc au bout d'un moment, le corps a cédé. Et est-ce que certains salariés considèrent un petit peu la douleur comme normale? Quand ils viennent vous voir, est-ce que c'est pas trop tard finalement? Est-ce que la douleur, ça fait pas partie du métier? Alors, la douleur est quand même très, quand elle survient, elle peut être importante et considérée comme normale par les salariés, ce qui fait que pour certains, c'est souvent ça peut être le médecin du travail quand il le voit en visite de santé au travail, pour un suivi périodique, et bien qui va dire là, il faudrait peut-être penser soit à s'arrêter, soit à faire quelque chose, à mettre en place les soins, mais on est dans un milieu aussi qui a un autre, dont on parlera certainement, qui a un autre
particularité, c'est une certaine précarité vis-à-vis du monde du soin. On n'a déjà pas assez de médecins traitants en France pour tout le monde. C'est un milieu qui est confronté à ça. Donc, petit à petit, on s'aperçoit qu'on a des personnes qui n'ont pas de soignants traitants. Certains ne voient que vous comme médecin. Ne voient que nous. Et c'est quand on va les voir, là, attention, donc ils ont supporté la douleur, ils en prennent conscience, mais c'est pas pour autant que certains diront je vais faire ce qu'il faut. Donc il faut vraiment les accompagner. Pascaline ? Oui, c'est des chiffres qui sont élevés, et on se dit c'est bizarre que ces chiffres ne baissent pas plus vite. Oui, c'est bizarre, tout à fait. Alors nous, depuis quelques semaines, on a présenté notre nouveau plan sur les 5 prochaines années. Et c'est vrai qu'on veut encore développer notre accompagnement auprès des entreprises pour changer la culture, travailler justement sur les hommes parce qu'ils connaissent toutes les mesures de prévention, ils savent ce qu'ils doivent faire. Mais pourquoi ils ne le font pas ? Donc c'est ça tout l'enjeu, c'est d'accompagner les entreprises pour faire prendre conscience aux salariés que il faut se préserver. Pas forcément d'abord pour son dirigeant, mais d'abord pour soi, pour sa santé. Oui. Est-ce que vous diriez que les entreprises sont attentives ou qu'elles poussent un peu les salariés à travailler toujours plus ? Alors, les entreprises sont attentives aux messages de prévention qui sont donnés et dans l'accompagnement qui est fait par la médecine du travail, par la santé au travail. On agit sur plusieurs actions auprès des entreprises. On les aide à évaluer leurs risques professionnels. On assure le suivi de l'état de santé des salariés. Et puis, on assure aussi une fonction de prévention de la désinsertion professionnelle, quelque chose d'important qui est assez récent puisque ça remonte à la loi de 2021 en santé au travail, où on est là pour accompagner et justement quand on s'aperçoit qu'un salarié commence à avoir un état de santé qui pose problème par rapport à son métier, on ne va pas attendre une inaptitude au poste de travail, mais on va faire en sorte de réorienter au préalable pour mettre en place toutes les mesures pour qu'il puisse continuer à travailler. C'est difficile d'inciter les salariés à parler de leur douleur, Alors, on est dans un être monde... dans la prévention ou pas, en tant que chef d'entreprise, vous, de quoi ils se plaignent. Est-ce qu'ils encaissent ou est-ce qu'ils viennent vous voir spontanément quand... Non, on est dans un monde très masculin, donc la douleur, il y a un problème d'ego, donc ils ne le montrent pas ou ils ne veulent pas en parler. Ils vont souvent demander de l'aide d'autres ouvriers pour faire certaines tâches qui sont un peu plus compliquées, mais ils parlent très peu de leur douleur. Donc en tant que chef d'entreprise, c'est assez difficile de détecter... On le voit sur des démarches, sur des mouvements qu'ils font avec une crispation du visage, et on leur dit tu t'es fait mal au dos, ou t'as mal aux jambes là, donc qu'est-ce que t'as fait, pourquoi, on essaie de comprendre un peu. Après il y a les vies aussi hors du travail. En tout cas, on voit qu'ils ont du mal à en parler spontanément. Ouais. Il y a d'autres risques professionnels en dehors de ces troubles musculo-squelettiques, et notamment les accidents. Le BTP, où il y a 15% d'accidents du travail, c'est 2 fois plus d'accidents que la moyenne nationale. Est-ce que ça aussi c'est surprenant ? Alors c'est surprenant, je sais pas si on peut dire surprenant, c'est un constat, donc c'est ce qu'on observe et c'est ce qui est relevé dans les statistiques, d'avoir 2 fois plus d'accidents du travail, mais ce sont surtout les mécanismes les causes de ces accidents du travail. On a principalement les chutes de hauteur, et puis on a les chutes de plein pied également sur les chantiers qui sont pourvoyeurs d'accidents du travail. Donc dès qu'on monte des échafaudages, il y a un risque de chute. Donc, dans les types d'accidents, type de gravité, c'est essentiellement les chutes ? Ça va être essentiellement les chutes de hauteur. Un mort sur 2 dans le BTP, c'est une chute de hauteur. On le sait, donc on sait que là, on a un gros axe de progrès. On a diminué quasiment par 2, le nombre de morts et de décès en 20 ans, et d'accidents en 20 ans, mais voilà, on en a encore de trop. Donc on sait les situations qui sont dangereuses de chute de hauteur, ça va être des interventions ponctuelles, il n'y en a pas pour longtemps, donc on ne s'attache pas. Et voilà, c'est là qu'on a nos accidents mortels.
Mais chute de hauteur parce que les salariés ne mettent pas en place les protections nécessaires, ou parce que les entreprises, justement, ne prennent pas les mesures? Alors non, souvent sur un échafaudage, ça va être un excès de confiance, ça va être pressé d'être parti et puis une faute d'inattention. Je pense pas que ça soit volontaire qu'on sabote un échafaudage, parce que généralement c'est posé par des professionnels pour que le gars tombe, quoi. Donc, Non, moi je parlais pas de sabotage, mais le fait de pas mettre, je sais pas, de pas s'attacher par exemple sur l'échafaudage, des choses comme ça. Je vous dis, c'est souvent c'est souvent à un moment donné de la journée. Ça va être très tôt le matin, ou ça va être juste avant de partir, ou juste après une reprise, après manger. C'est là où les accidents, je pense, qu'ils arrivent. Moi, c'est ce que j'ai pu voir. Une baisse de la vigilance, en fait. Il y a un moment de baisse de vigilance, et du coup, on se retrouve avec un ouvrier qui tombe, quoi. Voilà. Et il y a aussi, je suppose, des accidents liés aux outils, puisqu'il y a des outils très dangereux quand même qui sont utilisés dans le BTP, notamment des scies. Oui, on le constate là ces dernières années justement avec les outils qui sont qui sont sur batterie avant. Voilà, donc on utilise peut-être plus facilement certains outils comme des meuleuses, etc. pour un petit peu tout faire. Et le problème, c'est qu'on a des accidents assez significatifs, par exemple les outils tranchants, avec des accidents assez graves, avec des plaies importantes au niveau du torse, au niveau du visage. Donc oui, ces dernières années, on l'a constaté justement. On travaille aussi sur ce sujet-là. Autre risque, il y a tout ce qui est exposition aux produits chimiques, aux poussières aussi, encore avec l'amiante. Il y a encore de l'amiante sur certains chantiers. Alors, il y a encore de l'amiante. Pourtant interdite depuis 1997. Voilà, mais on a encore des vieux bâtiments sur lesquels on intervient, et on peut se retrouver à percer dans des zones qui sont amiantées. Sur les poussières, vous avez notamment la poussière de silice, qui est un risque actuel, qui est notamment sur les découpes que l'on peut avoir quand on fait des places, des choses comme ça, ou dans des types d'activités, éventuellement monuments historiques, où il ne faut pas utiliser n'importe quoi comme matériel et comme matériaux. On a aussi comme risque chimique, on est sur la région parisienne pareil, et notamment sur Paris, vous avez des toitures où vous êtes encore obligé d'utiliser du plomb pour pouvoir réaliser les travaux. Donc c'est des risques qui sont connus, mais qui ne se voient pas en fait. Le salarié va être sur le chantier, il va découper éventuellement sa pierre, et puis il va être exposé aux poussières, mais sans se dire que ça va lui faire du mal, mais dans un paquet d'années. Et pourtant, il y a des mesures de protection. Il y a des mesures de protection. Nous, l'OPPBTP, on propose même aux entreprises de mesurer l'exposition à la silice de leurs salariés pour justement pouvoir faire des retours à la branche du BTP sur l'exposition en fonction des mesures de prévention qui ont été mises en place. Et justement, partager un petit peu tous ces résultats, toutes ces mesures pour l'ensemble des entreprises. Est-ce qu'il y a une tendance quand même un petit peu dans le secteur à accepter ces risques, comme vous disiez, voilà, on ne réalise pas finalement qu'on est exposé à ces risques. On va parler par génération. Les jeunes générations aujourd'hui sont complètement à l'écoute, donc veulent garder leur capital santé jusqu'à la fin, alors que les anciennes générations, on va dire, où il y avait moins de choses disponibles pour eux, ils ont toujours travaillé d'une certaine façon, et aujourd'hui c'est difficile pour eux de leur faire comprendre qu'il faut qu'ils changent, parce que c'est peut-être 5-10 ans de plus qu'ils vont pouvoir espérer et capitaliser, quoi. Quand vous envoyez des ouvriers sur un chantier, vous savez à quel risque ils sont exposés ou pas? Vous avez les informations. Moi, sur les chantiers, la plupart du temps, c'est de la rénovation. Moi, je passe sur beaucoup des chantiers, donc en amont, je sais ce qu'il y a. Donc, ça va être des risques. Ça peut être des risques électriques, ça peut être des risques par rapport au mobilier dans un appartement qu'il va falloir déménager, et on va avoir aussi tous les risques de hauteur. On le sait systématiquement, dès qu'on dépasse les 3 mètres, on sait qu'on va mettre un échafaudage. Donc, voilà. Il
Il y a la météo aussi, parce que c'est des populations qui sont exposées au soleil. Alors, il y a les conditions climatiques même, au sens large. Soleil, au froid. Soleil, il y a les UV, il y a la chaleur, avec certaines obligations maintenant pour que sur les chantiers, il y ait des zones ombragées qui existent, qu'il y ait des quantités d'eau qui soient mises à disposition pour les salariés. On a aussi également le froid, avec la possibilité de survenue principalement de gelures, mais on a ces conditions qui sont quand même bien plus, je pense, prises en compte à ce jour, avec les effets. Bon, on est sans arrêt en train de parler du réchauffement climatique, donc ça touche tout et ça diffuse, l'information diffuse aussi sur les chantiers. Voilà. Alors vous le disiez, le secteur quand même se transforme, il y a du mieux, mais qu'est-ce qu'on pourrait encore faire de supplémentaire pour améliorer les choses? D'abord, qu'est-ce qu'il faudrait peut-être arrêter, et puis qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Qu'est-ce qu'il faudrait arrêter? C'est peut-être justement ce que j'expliquais tout à l'heure, d'envoyer un salarié, on sait qu'il n'est pas forcément en sécurité pour une intervention ponctuelle, par exemple à l'échelle, parce qu'il n'y en a pas forcément pour longtemps. Ça, il faut dire stop. Par exemple, les phénomènes de tempête. Alors moi, je suis en Normandie, donc on a régulièrement des coups de vent importants, et régulièrement on a des toitures abîmées, et régulièrement on a les couvreurs qui vont chuter parce qu'ils vont y aller, ils vont y aller sans prendre forcément des protections, sans porter de harnais, sans rien. Donc ça, il faut se dire stop. On peut pas. Il faut travailler sur les modes opératoires pour des interventions un petit peu ponctuelles qu'on sait à risque. Oui, mais il faut pouvoir convaincre aussi les salariés de mettre les équipements de protection. Oui, et après ça, tout ça passe par la formation. Donc c'est les former et pour que ça rentre. Parce qu'il y a encore des réticences. Parce qu'il y a des réticences, oui. Il y en a, ils vont dire, mais avec un escabeau, je peux le faire. Oui, mais avec l'échafaudage, ce sera en sécurité. Voilà. Quel est le rôle du médecin du travail justement en la matière? Justement, c'est bon pour former, faire de la prévention. Voilà, le médecin du travail et toute l'équipe, parce qu'on parle maintenant d'équipe pluridisciplinaire en santé au travail, il est là donc pour reprendre les trois missions qui nous sont attribuées. La première, c'est donc d'accompagner les entreprises dans leur évaluation des risques professionnels. On leur donne aussi notre vision par un document qui s'appelle la fiche d'entreprise de ce que l'on a mis en évidence comme risque pour les salariés à évaluer. C'est les aider dans la gestion, notamment, je vais prendre comme on parle de peinture, du risque chimique qui peut être lié à la peinture. Il y a des compositions, il y a des choses comme ça. On peut les aider à choisir les bons équipements de protection individuels vis-à-vis de ça. Ensuite, on a le suivi, là vraiment plus le médecin, mais aussi le personnel infirmier en santé au travail qui va surveiller l'état de santé par des visites périodiques qui se font régulièrement en fonction des risques. Et puis, quand on détecte qu'un salarié commence à avoir des problèmes de santé, qu'on va avoir du mal à le projeter encore pendant des années dans son métier, on va mettre en place de la prévention de la désinsertion professionnelle. On va ouvrir des plans de maintien en emploi pour l'accompagner, pour l'aider à rester dans le monde du travail, même si ce n'est plus son métier d'origine. Avec dans le BTP une particularité, une difficulté qui vient au fait que c'est un métier, notamment sur Paris, où il y a beaucoup de langues qui sont utilisées. Comment faire passer les messages, ça c'est assez compliqué. Des fois, il faut arriver à faire passer les messages. Il faut s'intégrer dans la culture du salarié aussi. Ça qui peut aussi ramener à la dureté de la douleur. Ouais. Voilà. Et puis être en mesure des fois, parfois, ça commence par une formation en français pour leur permettre ensuite d'évoluer aussi. Voilà. Il y a un travail à faire aussi sur l'adaptation des outils, notamment adapter les équipements aux femmes. Aujourd'hui, ils ne sont pas suffisamment pensés pour les femmes. Oui, tout à fait. On travaille, nous aussi, sur les femmes, sur ce qu'elles peuvent apporter aux hommes dans le BTP. On a fait une étude sur les femmes, sur les gestes qu'elles vont adopter pour moins forcer, par exemple, et de se dire pourquoi les femmes vont adopter ces gestes-là et pas pourquoi pas on pourrait les transmettre aux hommes pour pouvoir faire de la prévention des TMS, justement. Il y a des femmes dans votre entreprise? Moi, j'en ai. Il y a des femmes dans les bureaux. Jessica était une peintre et qui a évolué en conductrice de travaux. Donc, Et ça a été long, ce chemin, pour la faire évoluer vers ce changement de poste, quelque part, ou pas? Ça a été le problème de santé qui a déclenché les épaules. Et du coup, une formation, on lui a proposé une formation parce qu'on ne voulait pas la perdre, c'était un très bon élément, voire même peut-être la meilleure. Le fait que le métier soit masculin, ça c'est un peu un frein à l'amélioration justement des conditions de travail?
Peut-être, mais là, on voit quand même qu'il y a de plus en plus de jeunes filles qui arrivent dans les CFA, notamment. Donc, voilà, non, je pense que c'est une opportunité, justement, pour les entreprises de prendre des femmes et de se dire, si, voilà, il faut que je mette en place les équipements nécessaires ou les organisations pour qu'une femme puisse faire correctement le travail. On a, par exemple, une entreprise, c'est une femme qui pose toute seule les vitres parce qu'ils ont un robot de pose, donc il n'y a pas de souci. Est-ce que la prévention, c'est encore perçu par les entreprises, les petites entreprises, je dirais, comme une contrainte? Et comment est-ce qu'on peut les embarquer pour faire peut-être plus de prévention? Alors, ça peut être perçu comme une contrainte. On va dire, la prévention, on les empêche de faire ce qu'ils veulent comme ils veulent, mais en fait, on est là pour les aider vraiment à éviter le risque accidentel et le risque à plus long terme de maladies liées aux conditions de travail. Mais initialement, ça peut être vécu comme une contrainte. Et ce qu'on peut avoir souvent comme déclencheur, c'est la survenue d'une maladie ou d'un accident qui va dire « Ah oui, là, on devrait ». En tant que chef d'entreprise, vous vous sentez suffisamment accompagné sur toutes ces questions? Alors, justement, de santé au travail, pendant un moment, je pensais qu'on était quand même seul, mais j'ai découvert le programme TMS Pro, qui est un programme qui tourne autour des troubles musculo-squelettiques, où on est accompagné par la PST, par la CRAM. Donc, du coup, on se sent tout de suite moins seul parce que déjà, on a des contacts directs, on a des rendez-vous, donc on se voit, on se connaît, et puis ça permet d'évoluer et tout de suite, ça rend tout de suite les choses plus simples. Ce qu'il faudrait voir aussi, c'est peut-être revoir l'organisation des chantiers. Ah, ça, l'organisation des chantiers... Il reste 40 secondes, c'est un vaste sujet. C'est un vaste sujet. Voilà. Mais oui, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que l'organisation, c'est primordial. Et on voit que quand les risques sont anticipés, parce qu'on va parler en termes de prévention, mais quand tout est anticipé, c'est quand même beaucoup plus facile et ça laisse moins la place à l'improvisation sur le chantier. C'est vrai. L'organisation, c'est la clé. À partir du moment où on sait jongler avec son chantier, avec ses étapes, avec tout le travail qu'on doit faire, on peut éviter des troubles. Voilà. Merci beaucoup. Merci David, merci Pascaline, merci beaucoup Franck d'être venu sur ce plateau dans l'émission Mieux dans ma boîte. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission.